Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'évaluation en formation. Cette vidéo aura pour objectif de décrire les différents niveaux d'évaluation en formation. Nous allons voir 5 niveaux d'évaluation. Vous aurez également accès sur le site Cookipfa à 2 autres documents, un document sur le processus d'évaluation et un document sur l'évaluation de la gestion de formation. Il existe différents niveaux d'évaluation en formation. À la fin des années 50, Donald Kirkpatrick, célèbre chercheur américain en ressources humaines, définit un modèle d'évaluation de la formation basé sur 4 niveaux d'évaluation. Le niveau 1 correspond au degré de satisfaction des participants vis-à-vis du programme de formation. Le niveau 2 évalue l'apprentissage réalisé par le participant à l'issue de la formation. Ce niveau mesure donc l'acquisition des connaissances. Le niveau 3 évalue le transfert de ces apprentissages. Le niveau 4 mesure l'impact. Un consultant américain, Jack Phillips, propose d'enrichir ce modèle en ajoutant un 5e niveau d'évaluation. Il s'agit de la mesure du retour sur investissement. Nous allons donc voir tout au long de la vidéo, plus en détail, chacun de ces niveaux. L'évaluation de la satisfaction des participants. C'est l'évaluation la plus utilisée à l'heure actuelle, car elle est la forme d'évaluation la plus simple à mettre en œuvre, prenant souvent la forme de feuilles d'évaluation distribuées à l'issue d'une formation. Ce n'est pas un indicateur du niveau d'apprentissage des participants. En effet, ce n'est pas parce qu'on a apprécié une formation qu'on a forcément appris quelque chose. Donc cette évaluation est intéressante, mais souvent insuffisante. Donc, en quoi est-elle intéressante? Elle permet d'obtenir des indications sur l'adéquation de la formation aux besoins des participants, sur la qualité de la prestation, sur les projections que font les participants d'un possible transfert en situation des acquis de formation. Et ces indications vont permettre de piloter la qualité des prestations et de vérifier l'adéquation du cahier des charges ainsi que la pertinence de la conception. Par exemple, si on s'aperçoit que la majorité des apprenants évaluent faiblement la pertinence de la formation par rapport à leurs besoins professionnels, il faudra donc essayer de comprendre les réels besoins de formation, de retravailler sur l'analyse des besoins pour ensuite adapter la formation en conséquence. Donc on voit bien avec cet exemple que cette évaluation est importante, mais elle ne sert à rien si elle n'est pas exploitée statistiquement, suivie dans le temps et suivie, si besoin, d'actions correctives correctement pilotées. Or, ce qui est dommage, c'est que l'évaluation de la satisfaction est souvent utilisée de manière purement formelle, sans exploitation statistique, et dans ce cas-là, elle ne sert pas à grand-chose. Les feuilles d'évaluation sont souvent des questionnaires avec des échelles allant du plus d'accord ou du plus satisfaisant au moins satisfaisant. Nous allons voir un exemple d'outil utilisé pour évaluer la satisfaction des participants. Voilà un outil pour mesurer la satisfaction des participants. Donc, dans cet outil, les questions tournent autour de 2 grands thèmes. Donc, la qualité de l'intervention, autrement dit, comment on a trouvé la prestation, par exemple, comment on a trouvé les méthodes pédagogiques utilisées, ou la structuration et la qualité des connaissances apportées, etc. Donc le deuxième thème qu'on retrouve est l'utilité professionnelle perçue par les participants, donc par exemple la pertinence aux besoins professionnels.
Donc pour faire ce genre de questionnaire, vous pouvez passer par Google Formulaire, ce qui vous permettra en plus d'avoir vos données directement sur Excel et de pouvoir traiter vos données sur Excel. L'évaluation des connaissances et des savoir-faire acquis en formation. L'objectif de cette évaluation sera de mesurer les connaissances, les savoir-faire et les savoirs comportementaux acquis grâce à la formation. Donc ça permet de vérifier si les objectifs pédagogiques sont entre guillemets atteints, si les stagiaires ont appris et retenu ce qu'ils devaient apprendre et mémoriser. Il est important de dissocier les opérations de contrôle et de suivi de la formation qui apportent des informations factuelles. Elles s'effectuent tout au long de la formation et permettent aux formateurs deux choses. Donc d'assurer au sein du groupe une progression homogène dans l'acquisition des connaissances et des savoir-faire. Deuxième chose, de réguler, si nécessaire en cours de formation, les méthodes et les contenus de la formation. Donc ces opérations de contrôle sont à dissocier avec l'évaluation elle-même qui vise à porter un jugement de valeur sur le participant. Donc pour construire cette évaluation, on se rapporte aux objectifs pédagogiques de la formation pour construire les questions afin de limiter la subjectivité de l'évaluateur. Il faut vraiment bien cadrer les choses, c'est-à-dire avoir un barème précis. Alors, voilà quelques exemples d'outils utilisés pour ce type d'évaluation. Donc, on peut par exemple mettre en place un quiz, un questionnaire, donc ça peut être un QCM, un schéma à compléter, une liste de questions, des exercices d'application, des études de cas, des mises en situation ou même des grilles d'auto-évaluation. On peut demander par exemple aux participants d'auto-évaluer leurs connaissances avant la formation et leurs connaissances après la formation et comparer les deux. L'évaluation des effets de la formation sur les compétences mises en œuvre en situation professionnelle. L'objectif de cette évaluation est de mesurer le degré de mise en œuvre des acquis de la formation, donc de vérifier si les nouveaux comportements professionnels et les résultats atteints par les agents ayant suivi la formation tendent vers ce qui était souhaité par le cahier des charges de la formation. C'est donc l'évaluation du transfert des apprentissages de la formation à l'environnement professionnel. On cherche à démontrer dans quelle mesure les participants ont réellement et grâce à la formation changé positivement leurs pratiques professionnelles dans le sens d'une meilleure efficacité. Donc, la mise en œuvre de cette évaluation implique les managers et l'existence d'un suivi dans le temps. Donc, cette évaluation sera en elle-même un facteur d'augmentation de l'efficacité de la formation, puisque si on sait qu'on est évalué après la formation, on sera entre guillemets plus motivé à apprendre et par la suite plus motivé à appliquer ce qu'on a appris. Donc, pour mettre en œuvre un outil pour ce type d'évaluation, il faut définir des objectifs opérationnels en amont de la formation en impliquant les managers concernés. Ce sont ces objectifs qui nous disent ce que l'on veut voir sur le terrain après la formation. Donc, on se réfère au cahier des charges et au référentiel des compétences et des résultats susceptibles d'être atteints par les participants à l'issue de la formation. Donc, en ce qui concerne
les outils. On peut par exemple recueillir l'avis des collègues ou des collaborateurs du stagiaire sur ces nouveaux comportements. On peut par exemple mettre en place des mises en situation et observer ce qui se passe, ou alors observer directement les comportements du salarié et les analyser grâce à une grille d'observation, etc. L'évaluation de l'impact d'une formation. On cherche à évaluer les résultats d'une formation sur le long terme. L'impact est mesuré en termes de résultats opérationnels associés à des indicateurs de performance. Par exemple, le taux d'absentéisme, le chiffre d'affaires, le nombre d'accidents du travail, etc. Ce sont donc des indicateurs chiffrés, mesurables. Il ne faut pas confondre transfert et impact. Le participant peut mettre en œuvre les acquis sans que cela ait d'impact sur les indicateurs de performance. Donc ça signifie simplement que le problème était ailleurs. Donc par exemple, à la suite d'une formation commerciale, le manager observe un réel changement du comportement des commerciaux. Par exemple, une bien meilleure connaissance des produits vendus, une meilleure adaptation aux clients. Donc, ces éléments iraient dans le sens d'une augmentation des ventes. Mais si l'entreprise s'inscrit dans une conjoncture de marché peu favorable, le chiffre d'affaires aura du mal à augmenter. Pourtant, on ne peut pas dire que la formation n'a pas été efficace car elle aura répondu aux objectifs pédagogiques. Donc les limites de cette évaluation proviennent du fait que les indicateurs de performance peuvent, dans certains cas, être influencés par d'autres variables, comme on vient de le voir avec cet exemple. Donc mesurer l'impact d'une formation est difficile car cela implique beaucoup de rigueur pour isoler les différents paramètres influents sur les indicateurs et pour chiffrer les effets liés à la formation. Donc pour mesurer l'impact, il existe différents outils. Nous allons prendre l'exemple du modèle de Gérard. Le modèle de Gérard. Donc, François-Marie Gérard, dans un article publié en 2003 dans la revue de gestion 2000, proposait, je cite, donc d'inférer l'impact des actions de formation à partir de l'évaluation de 3 dimensions. Donc première dimension, la pertinence, c'est-à-dire les objectifs de la formation sont-ils bons au bon moment pour les bons destinataires. La deuxième dimension, donc les acquis. Et la troisième dimension, le transfert. Donc, François-Marie Gérard propose la formule suivante. Impact est égal pertinence fois acquis fois transfert. Cette formule fonctionne comme un produit. Donc, si l'un des éléments est égal à 0, c'est tout l'impact qui est égal à 0. Dès lors, une méthode se dessine. Premièrement, mettre des indicateurs de processus sur chaque étape des projets de formation. Deuxièmement, travailler finement l'évaluation de satisfaction, donc sa conception, son déploiement, son analyse, pour être sûr de la pertinence de la formation. Deuxièmement, explorer les manières les plus opportunes d'évaluer la réalité des acquisitions de connaissances et des savoir-faire. Quatrièmement, mettre en œuvre un processus efficace d'évaluation du transfert. Le retour sur investissement. À partir du milieu des années 1980, se développe l'idée
que la formation n'est pas seulement une dépense ou une charge sociale, mais peut être aussi un vecteur d'efficacité économique. La formation est alors considérée comme un investissement immatériel qu'il est nécessaire de rentabiliser au maximum. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un consultant américain, Jack Phillips, qui a proposé d'enrichir le modèle de Kirkpatrick en ajoutant un 5e niveau d'évaluation. Il s'agit de la mesure du retour sur investissement, ou également appelé ROI. Ce niveau consiste donc à identifier dans quelle mesure les bénéfices et/ou les économies réalisées sont-ils supérieurs au coût total de la formation, c'est-à-dire au coût direct et indirect de la formation. Donc pour évaluer le ROI, il faut calculer les coûts de la formation, donc les coûts directs et les coûts indirects, réussir à calculer les bénéfices et ou les économies réalisées grâce à la formation, pour ensuite comparer les deux. Il est difficile de calculer les bénéfices et les économies réalisées grâce à la formation, car comme nous l'avons vu pour le calcul de l'impact d'une formation, les indicateurs utilisés peuvent dans certains cas être influencés par d'autres variables. En conclusion, nous venons de voir 5 niveaux d'évaluation: la satisfaction, l'apprentissage, le transfert, l'impact et le ROI. On l'a vu, ça peut être difficile d'évaluer l'efficacité d'une formation puisqu'il peut exister des facteurs extérieurs à la formation elle-même qui influencent sur l'efficacité de la formation. Donc on retrouve les facteurs liés à l'individu, donc par exemple la motivation du stagiaire à se former, à transférer ce qu'il a appris, sa confiance en sa capacité à réussir, son niveau d'entrée, donc ses prérequis, etc. Donc il existe aussi des facteurs liés à l'environnement de travail, donc par exemple le soutien du manager et ou des collègues dans la mise en œuvre de ce qui a été appris, la disponibilité des ressources pour utiliser les acquis de la formation, une culture d'entreprise encourageant au développement des compétences, etc. Donc à cela s'ajoute l'effet de l'évaluation elle-même, comme on l'a vu dans la vidéo. Donc évaluer les apprentissages permet d'améliorer l'efficacité de la formation en influençant positivement certains facteurs liés à l'individu, donc par exemple en influençant sur la motivation. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère avoir été assez claire et avoir parlé assez doucement. Donc si il y a des parties de la vidéo que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à regarder le script de la vidéo. Et voilà, j'espère que les niveaux d'évaluation sont beaucoup plus clairs pour vous. Et je vous souhaite bonne révision.